Faut rejeter les antirides, sortir les gens de leurs écrins. Faut se lever, enfant du vide. Enfant du vide, je te connais. Aux éducants épris du riz, à qui tu tendais ton carnet, à qui tu crachais ton sourire. Voilà donc un bien joli film de Christine Oberdorf. Voilà, vous pouvez l'applaudir et on a la chance d'avoir Adrienne Auclair au violoncelle et Pandore qui nous ont joué la chanson du générique en direct. Voilà, le film est magnifique et cette fin était extrêmement émouvante. Donc merci beaucoup pour ce beau cadeau. Vous pouvez encore les applaudir. C'est le genre de moment chaleureux qu'il faut absolument partager. Et ce n'est pas anodin d'avoir mis cette chanson sur ce film, Pandore, parce que ça fait vraiment écho à vos engagements personnels. J'ai cru comprendre d'après ce que m'a raconté Christine. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché en fait, qu'on m'appelle pour me proposer ça en fait. Déjà, premièrement parce que vu le titre du reportage, ça me paraissait assez évident que ça collait totalement. Et au-delà de ça, oui, c'est des valeurs auxquelles je crois assez et qui me réconfortent beaucoup. C'est des documentaires comme ça que j'ai regardé dans ma jeunesse. Voilà, je me rappelle quand j'étais plus jeune que je regardais ça et c'est quelque chose de touchant pour moi de savoir que peut-être il y aura un autre enfant qui regardera ça plus tard et qui aura peut-être un peu de ma vérité dans ses yeux à lui, et ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Ça touche à quelque chose d'assez intéressant sur la définition et le rôle de l'artiste. On a tendance à parfois oublier qu'il y a aussi cette responsabilité, en tout cas chez certains. Il y a cette idée qu'on peut quand même réussir à changer les choses avec des paroles, avec des images, avec tout simplement des émotions. Je ne sais pas si changer les choses, c'est le terme. Je pense que c'est un peu gros. Quand on fait beaucoup de musique, je pense qu'on se rend vite compte que changer les choses, c'est un peu dur en tant que musicien. Dans ce cas, peut-être que politicien est plus adapté. Mais en tout cas, je pense que si on apporte à un moment donné dans la vie de quelqu'un une phrase ou un mot ou quelque chose en fait, qui lui rapporte une sensation, un truc qui lui fait un peu changer, qui lui fait apercevoir, ouvrir une fenêtre en lui, en fait, qui lui permette je sais pas, d'aller vers quelque chose qui lui semble meilleur pour lui. Je trouve que c'est déjà génial en fait. C'est tout ce que je souhaite en tout cas, musicalement. Merci beaucoup Pandore. Merci infiniment. Et merci pour cette très belle chanson. Wow. Vous le retrouverez tout à l'heure. Et évidemment, cette discussion fait écho à ce manifeste créé et lancé par Cyril Dion et Magali Payen à Cannes, Résister et créer. Donc, on a vu d'ailleurs les images de leur montée des marches. Et on a la chance d'avoir Magali avec nous. Tout à fait, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais dans les médias, on va recevoir l'un des plus jeunes, c'est le Benjamin d'ailleurs. Ils vont monter tous les deux. Vipulane, ils sont là-bas, Vipulane et Magali. Je voudrais qu'ils viennent ensemble. Parce que moi j'ai fait leur connaissance quasiment ensemble et Magali elle est très protectrice aussi pour Vipulane et Dieu sait qu'il en a besoin. Je vous demande de l'applaudir, Magali Payen qui est porte-parole du collectif On est prêt et Vipulane, viens, venez. Vipulane, j'ai eu très peur tout à l'heure parce qu'il m'a envoyé plein de textos me disant, tu sais, je suis vraiment naze, j'en peux plus. Et il va vous expliquer pourquoi il en peut plus. Il a vraiment des raisons. Salut Vipulane. Salut. Mais j'ai pas dit que j'étais naze, j'ai dit que j'étais nacée, c'est différent. C'est-à-dire ? Nacée, c'est-à-dire que c'est quand on fait des actions de désobéissance civile, c'est quand on est entouré par des policiers et qu'on peut pas sortir. Non, j'ai cru que tu disais naze, c'était ça le truc. Voilà, bon, bah ok. Tu es encerclé, pour le dire dans un terme que tu peux comprendre. Voilà. D'accord, c'est ça. Putain, mais j'ai pas compris. Ouais, c'est pas la même chose. T'étais en direct là, dans le blocage, c'est ça que tu es en train de Oui, dire. parce qu'aujourd'hui, Extinction Rebellion était aux alentours de l'Assemblée nationale. C'est ça, Ça a commencé sur le pont de la Concorde. Ça a commencé vers 10h ce matin, j'ai suivi sur C'est sur ça, Instagram. ouais, ça a commencé vers 10h et ça s'est terminé vers 18h. Ok, donc ils ont fini par te laisser partir. Oui, finalement. Comment s'est passée cette journée? D'ailleurs, tu as été sur l'ensemble des points de blocage qui ont été organisés dans la semaine. Oui, la plupart. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles étaient les réactions
des usagers. Quand vous avez bloqué par exemple tout le coin du côté de la rue de Rivoli, boulevard Sébastopol, qui est certainement un des axes les plus importants de la circulation parisienne, comment sont acceptés par la population ces actes ça dépend franchement des gens. désobéissance? Il y en a qui comprennent tout à fait, et puis d'autres qui veulent parfois nous foncer dessus. Ça arrive aussi. Les gens sont partagés, mais de manière générale, j'ai l'impression que les gens comprennent. Et ça, c'est plutôt positif, mais encore une fois, on n'a pas de réaction des pouvoirs publics. Et c'est ce que nous, on veut. À chaque fois, on s'excuse auprès du dérangement, auprès des usagers, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de créer des perturbations pour justement montrer qu'on est là et que on veut déranger, c'est ça. C'est ça le but. Et du coup, est-ce que ça suscite des vocations? Tu as l'impression qu'il y a du monde qui vient de plus en plus? Je sais pas. En France, c'est un peu une première, mais donc on était en 2000, voire plus à certains moments. Mais je sais qu'en Angleterre, ils étaient beaucoup plus. Ils ont bloqué partiellement un aéroport, ce qui est quand même assez énorme. Il y en a un qui s'est collé sur le toit d'un avion. Donc voilà. Mais on essaie d'être de plus en plus créatif et de mener des réflexions stratégiques pour arriver à mettre fin à ce crime finalement. Comment tu vois les choses pour la suite? Parce que là, ça fait combien? Ça fait plus de 6 mois que tu as commencé. Tu vas toujours au lycée ou pas? Oui, je vais toujours au lycée. Je pense qu'il faut qu'on fasse un bilan et peut-être remettre en question certaines choses. C'est-à-dire je sais pas, réfléchir sur comment on peut réussir à avoir une vraie politique environnementale, comment on peut réussir à changer ce système finalement qui nous met en danger, qui brûle notre avenir. Magali, toi tu as largement contribué à fédérer ces énergies-là. Quel regard tu as sur le parcours de Vipulane? T'arrives pas d'être inquiète aussi pour lui, pour ces jeunes qui finalement ne vivent plus leur vie de jeune du tout? Si, en fait, ok, il a été nassé cet après-midi, mais je pense qu'il est aussi naze, parce qu'en fait, ce qu'il dit pas là, c'est qu'il a passé la semaine quand même au blocage XR, qu'il a dormi... T'as dormi combien de nuits là-bas, Vip? 3. T'as dormi 3 nuits sur place? T'as failli dormir une 4e nuit aussi? Ouais, c'est ça. Et pourquoi t'as pas dormi la 4e nuit? C'est parce qu'il y avait des barricades en feu, donc c'était pas hyper sécure. Voilà. Donc oui, je m'inquiète, ouais. Parce que ce qui se passe avec cette jeunesse, c'est qu'elle est en train de mettre son énergie et potentiellement sa santé, en fait, à essayer de changer le système et de changer les choses. Et en fait, ça devrait venir de ceux qui ont le pouvoir et les responsabilités aujourd'hui. Donc, c'est certes quelque chose de collectif, et c'est ce qu'on essaye de faire avec On est prêt, en fait, de rassembler le plus possible tous les acteurs de la société autour de cette action pour le changement, justement. Et j'adore, en fait, l'image que tu prends. Enfin, bravo, Christine, parce que tu ramènes de la poésie là où on a besoin de poésie, de beauté, d'harmonie. Et en fait, cette image du funambule, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est ces funambules dans le milieu climat et qu'on doit justement faire attention à chaque pas afin que le pas prochain soit le juste pas et qu'à tout moment, on peut se casser la gueule. Et en fait, il y a un enjeu, effectivement, de se rassembler et du coup d'essayer de trouver une manière de communiquer sur ces enjeux qui soient la voie du milieu, la voie juste, la voie équilibrée. Et c'est pas évident tous les jours. Et je voudrais dire, en fait, tout le passage à Cannes, ça a aussi été permis par l'ADEME et Valérie Martin, qui est dans la salle, que je voudrais vraiment remercier. Qu'on va accueillir avec Sébastien dans un instant, effectivement. Est-ce que ce film, Sébastien, est-ce que ce film a suscité peut-être des réactions? C'est peut-être le moment de faire parler, si vous avez des choses, des réactions, des questions que ça a suscité, je sais pas. Voulez-vous asseoir peut-être, Vipulane et Magali?
parce que tu es nasé et nassé et quelque chose dans ce genre-là. Asseyez-vous déjà, et puis comme ça, tranquillement, tu peux te mettre même sur les petites... Ne t'assieds pas sur la table, s'il te plaît, assieds-toi. Oui, ça peut être à la fois un tabouret et une table, on va dire qu'aujourd'hui c'est une table. Okay. Voilà, c'est le côté... on s'adapte, voilà, on est souple. Quelques échanges avec la salle, en effet. Vous avez des questions, des réactions? Oui. Est-ce qu'on a un micro qui tourne dans la salle ou pas? Non. Eh ben, c'est moi le micro qui tourne dans la salle. Très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est bien d'être contre, mais il faut trouver des solutions aussi. Alors, donc le but, c'est pas vous manifester, c'est pas pour déranger. C'est pour. J'espère que c'est pour changer les choses. Oui, c'est-à-dire que quand je dis déranger, c'est pour qu'ensuite il y ait des actions qui soient mises en place. Évidemment. Et justement, c'est quoi ces actions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous donnez jamais de solution. Vous dites. C'est faux. Alors, si on regarde le film, vous êtes contre le nucléaire, contre le cobalt, qui est aussi dans les panneaux photovoltaïques et tous les métaux lourds, les métaux rares qui sont dans les éoliennes. Donc pas d'éoliennes, pas de panneaux solaires, pas de nucléaire. Il reste quoi? Le feu? Non, le feu, l'Amazonie, ça ne marche pas non plus. Il reste quoi? Les pierres? Faut donner des... Alors peut-être que sur ce film-là, il n'y a pas ce que moi ou ce que les autres proposent exactement comme solution concrète. Mais nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est écouter les scientifiques. Lisez le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, et il y a des solutions concrètes. Non, mais moi, ce qu'il faut faire, c'est rénover les passoires thermiques principalement, pour ensuite baisser, pour consommer moins d'énergie. Et en fait, il faut vraiment une politique de baisse de la consommation de l'énergie, et c'est super important. Et on a aussi tout un engagement par rapport aux accords de libre-échange. On a envie qu'on arrête cette politique ultra-libérale au niveau économique. C'est encore une fois le Haut Conseil pour le climat qui le dit. 50% de nos gaz à effet de serre sont importés. Au sujet des passoires thermiques. Est-ce que, s'il vous plaît, moi j'ai vraiment envie de vous demander quelque chose. C'est une soirée qui est dédiée à la jeunesse, d'accord? Il va y avoir 2 tables rondes avec des jeunes qui ont mis en place des solutions très concrètes, de business très concrets qui vont venir parler. Je voudrais vraiment que vous les écoutiez d'abord avant d'imaginer qu'ils n'ont pas de solution. Réellement pas. Vraiment. Oui, et moi je rajouterais juste une chose. En effet, il y a une vision. Ils sont tous dans la rue et ils mettent l'accent sur un problème qui est une réalité. C'est que ça fait plus de 40 ans qu'on alerte sur le problème du réchauffement climatique et que rien n'a été fait. Donc vous ne pouvez pas demander à un gamin de 15 ans d'arriver et de faire des propositions politiques là où depuis 50 ans, rien n'a été fait. Non, mais c'est-à-dire qu'on peut souligner en effet ce désir de révolte, on peut également souligner le côté manichéen qu'on peut avoir à cet âge-là, mais à cet âge-là, on est manichéen. La nuance, on la prend avec l'âge, mais en tout cas, on peut souligner quand même qu'ils ont quand même, passez-moi l'expression, les couilles de plus aller à l'école et d'aller défiler dans la rue. Et de dire, il ne se passe rien. Après, il y a des sachants, il y a des adultes, il y a des gens qui ont fait de longues études, qui sont là, et plutôt que de lire certains rapports, devraient en lire d'autres. Nous, ici, notre conseil scientifique est composé entre autres de Jean Jouzel, qui est le président du GIEC, qui était le président du GIEC, qui, depuis des décennies, alerte. En 2007, il a eu le prix Nobel de la paix, et aujourd'hui, on voit le mur arriver. Les collapsologues, les gens qui parlent de l'effondrement, ils ne nous disent plus maintenant, vous inquiétez pas, on peut peut-être trouver la solution. La question, c'est de savoir à quelle vitesse on va se prendre le mur. Donc moi, à un moment donné, si ces gamins qui vont dans la rue arrivent à un petit peu nous secouer sur nos bases, je trouve ça intéressant. Après, c'est pas Thomas Piketty qu'on a devant nous, c'est pas des grands économistes, c'est pas des politiciens qui peuvent faire des propositions, mais au moins ils les mettent aussi face à leurs contradictions. Et ça, c'est intéressant. Ce qui est ironique, c'est qu'une des solutions des GIEC, c'est d'envoyer les gamins à l'école.
Donc là, vous faites le contraire. Alors, juste petite. Oui, non, mais après, on peut jouer sur les mots, bien sûr. Mais Juste, voilà. Valérie Masson-Delmotte nous soutient, donc c'est un peu faux ce que vous dites. Je connais pas. Valérie Masson-Delmotte, c'est la vice-présidente du GIEC actuellement, et elle est française. On a aussi d'autres scientifiques du GIEC. Toutes nos revendications sont validées par des scientifiques du GIEC. Donc, alors, il y a une solution. Il y a une solution qui est proposée. On va l'entendre par une jeune femme que vous avez vue dans le film, qui s'appelle Adélaïde Charlier, qui est effectivement une proche de Greta Thunberg, mais pas seulement. Elle, actuellement, elle est sur un bateau à voile, et elle est en direction avec une vingtaine d'autres jeunes Européens en direction de la COP 25, et elle va atteindre l'Amérique du Sud dans 5-6 semaines. Elle a réussi à nous envoyer une vidéo. Je voudrais que vous l'écoutiez. Bonjour, c'est Adélaïde Charlier du mouvement Youth for Climate en Belgique. Et j'ai commencé des marches pour le climat au début de mes 18 ans. C'était il y a exactement 9 mois. Et je ne savais pas que ça allait m'amener aujourd'hui sur la mer, à faire la traversée de l'Atlantique afin d'atteindre la COP25 ce décembre 2019. Nous connaissons cœur qu'on largue les amas. Larguez les amas. Bonjour tout le monde. Donc ces 2 derniers jours, ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'étais très malade. Je ne savais pas que j'avais le mal de mer et pourtant là je l'ai, j'en suis sûre. Donc je me rends compte que ce voyage il va pas être seulement facile et chouette et sous le soleil. Il va aussi être vraiment difficile, long. C'est le fait d'être loin de mes proches, mais aussi le fait d'être malade tous les jours, maintenant depuis 3 jours. Chaque vague, je la sens. Et voilà, je pense que ça fait partie de cette transition. C'est dur, ça va pas être facile, mais il faut pouvoir le faire parce que c'est seulement de cette manière, en tout cas ici, c'est en traversant l'Atlantique que les jeunes peuvent avoir l'attention des médias, l'attention des politiques, afin de remettre au centre des discussions l'urgence climatique. Et j'ai aussi fait une super découverte. Enfin, je viens de voir, avant de filmer cette vidéo, des dauphins, et ça c'est incroyable. J'aurais jamais vu des dauphins si j'étais restée chez moi ou si j'avais pris l'avion. Donc je pense que dans toutes les actions qu'on fait, dans chaque chose dans laquelle on s'engage, il y a du négatif et il y a du positif. Il faut juste essayer de voir un maximum le positif, et c'est ce que je vais essayer de faire pendant tout ce voyage. Donc voilà, à très vite. Voilà, donc la solution qu'Adélaïde propose, c'est d'essayer de démontrer qu'on peut voyager autrement qu'en avion, en prenant l'avion systématiquement. Donc on reprend le goût du temps long. Pardon ? En 5 semaines de vacances, c'est pas possible pour la plupart des gens. Mais peut-être qu'on peut imaginer aussi changer de modèle, mais on peut avoir cette discussion à un moment donné. Mais vous savez, c'est une épidémie contagieuse. Hein, vous allez voir que ça va vous atteindre. Hein. Vous allez voir, vous allez vous engager, je suis sûre. Ça finit par atteindre même les plus sceptiques. Vous allez voir. Mais moi, je lutte contre je veux lutter contre le réchauffement climatique. Mais pour moi, il n'y a qu'une seule solution. C'est le nucléaire. Voilà. Et l'autre aussi, c'est l'autre solution, c'est les tickets de rationnement pour manger moins de viande, mais ça, les gens, ils vont pas être d'accord non plus. Alors, on continue la discussion. Du coup, vous allez voir. On va. Non, mais on va. Je sais que tu as envie de le répondre, en mais fait, après, il est en aura pleine envie forme, de te je suis répondre. contente. Et puis ensuite, non, mais je voudrais qu'on avance. Non, mais vous posez le doigt sur des sujets qui sont importants, l'énergie, sur la consommation de viande, sur la décroissance. Mais là, en fait, il faut qu'on avance aussi sur le sujet même de la soirée, qui est l'engagement de la jeunesse. Et on abordera peut-être également ces questions, puisqu'on a Valérie Martin de l'ADEME qui sera là, et donc on va parler également de maîtrise de l'énergie. Et donc, je vais inviter les personnes
suivante à nous rejoindre. Et nous allons donc dans cette partie voir avec ces 4 personnes comment fédérer cet élan collectif de mobilisation, quel est son impact sur les décideurs et les instances internationales. Voici Hugo Veil, ex-Youth for Climate, 21 ans, étudiant ingénieur, énergie et environnement. Où est Hugo Veil? Il est là, sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît. Valérie Martin, qui est également là, de l'ADEME, ADEME, qui est évidemment l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'ADEME, qui est partenaire du festival depuis le début. Nous avons également Camille Martin, que vous avez vu tout à l'heure, et qui a ouvert la soirée avec un très beau texte de Youth for Climate, et qui est porte-parole de On est prêt. Et enfin, Nicolas Humbert, responsable de Green Cross et spécialiste des institutions internationales. Il va évoquer le pouvoir d'influence de la jeunesse sur ces institutions. Voilà. Avec tout le monde a à peu près un micro. Alors vous allez vous le partager. Est-ce qu'on a encore des micros dans les coulisses ou alors on est arrivé au maximum? On va partager les micros, d'accord. Tu sais quoi? Je vais m'asseoir sur la table. Ouais, t'as vu? Déjà, je suis en école d'ingénieur, je fais un double diplôme aujourd'hui entre Sorbonne Université et mon école d'ingénieur en énergie et environnement. Du coup, évidemment, je me destine à travailler dans ce secteur-là. Et au-delà de ça, il y a 1 an et demi, j'ai rejoint une ONG qui s'appelle Climate. Climate, c'est une ONG, une organisation internationale de jeunes. Donc c'est un laboratoire d'idées qui se veut innovant, qui travaille sur les thématiques de changement climatique. On est présent en Autriche, au Mali, au Népal et avec des membres partout dans le monde. Et du coup, on travaille sur des projets de recherche, sur du plaidoyer aussi. Et depuis janvier, je suis secrétaire général de cette ONG. Et ça m'a amené à m'impliquer de plus en plus dans le mouvement et à la naissance du mouvement des grèves en France. Dès les premiers jours, en fait, j'ai intégré le mouvement Youth for Climate. Et avec une équipe d'une petite dizaine de personnes, on a coordonné un peu les premières grèves en France, l'avenue de Greta le 22 février à Paris. Et en fait, depuis février, de base, je voulais juste aider un ami. Je lui ai dit, j'ai une après-midi de libre si jamais je peux t'aider. Au final, une après-midi s'est transformée en 6, 7, 8 mois. Et j'ai plongé là-dedans comme des centaines, des milliers, des millions d'autres jeunes à travers le monde. Et ça m'a mené à rencontrer des scientifiques, à rencontrer d'autres jeunes partout dans le monde, parce que j'ai été en Belgique, du coup on a vu Adélaïde, Hanouna, Kira, j'ai été voir Louisa à Berlin, j'ai rencontré Greta à plusieurs reprises, notamment à la COP24, où j'ai encore rencontré d'autres jeunes qui viennent d'Inde, qui viennent d'Amérique du Sud, quand j'étais aux intercessions à Bonn, donc négociations climatiques. Donc ouais, aujourd'hui, mon engagement, il est intrinsèque à la vie que je mène. Alors c'est intéressant dans ce que j'ai entendu, c'est que vous parlez de laboratoire d'idées, ça répond à la question légitime de monsieur au premier rang. Vous n'êtes pas que dans la revendication, vous réfléchissez également à des solutions. Et en plus, il y a un système intéressant, c'est ce qu'on prône nous ici depuis de longues années, depuis maintenant 9 éditions, c'est que ce n'est pas un système vertical mais plutôt horizontal. Tout le monde a son mot à dire et il y a un côté collaboratif, c'est ça ? En effet, à Youth for Climate, et je pense que VIP pourra en parler aussi, à Youth for Climate, en fait, dès le début, l'idée, ça a été de donner la même importance aux mots de chacun, construire le mouvement tous ensemble, et qu'il n'y ait pas des leaders comme on a pu voir en Belgique ou ailleurs. Le choix a été fait en France, justement, d'être horizontal, de prendre des décisions tous ensemble. Donc, ça amène les gens à prendre des responsabilités, à se saisir des enjeux. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui se passe aussi dans la société. C'est-à-dire que jusqu'ici, on attendait que les politiques fassent le boulot. Mais aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus de citoyens s'emparent de ces problèmes. Et on le voit avec les municipales. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de listes citoyennes qui se créent. Et donc, en effet, les citoyens reprennent aujourd'hui conscience des enjeux et conscience de leur pouvoir d'agir. Magali, vous avez lancé ce mouvement On est prêt sur Internet. Là, vous êtes vraiment dans l'inspiration, c'est-à-dire que vous fédérez de plus en plus de gens autour de vous et c'est pour faire effet boule de neige, en fait, par rapport à des gestes simples. Vous êtes vraiment sur les gestes du quotidien. Pas seulement. En fait, la première campagne On est prêt, elle avait pour message que nous étions prêts en fait, à répondre à l'appel d'urgence des scientifiques.
Et en fait, l'objectif, c'était de montrer aux industriels et aux politiques qu'on était prêts à changer de manière profonde et rapide. Et en fait, la campagne On est prêt, elle a été pensée sur les 3 niveaux, individuel, industriel et politique. Et justement, en fait, le premier défi et les premiers défis étaient très simples et c'était des éco-gestes, mais elle a été pensée de manière crescendo. C'est-à-dire qu'au milieu du défi, justement, on a interpellé les maires des villes pour qu'ils adoptent des repas bio, locaux, végétariens dans les cantines. Et le grand défi final, c'était l'affaire du siècle. Et ça a été pensé ainsi, donc, de s'adresser aussi aux politiques. Aujourd'hui, il a été lancé il y a combien de temps? Il y a 8 mois à peu près ce mouvement, un peu plus? Bientôt 1 an. 1 an, d'accord. Entre 8 mois et 1 an, j'y étais presque. Quel bilan est-ce que vous faites? Alors, si on peut commencer à faire un bilan. Le bilan, il est multiple. Déjà, cette première campagne, pour ces créateurs, donc au départ, ils étaient une quinzaine, et puis à la fin, à l'affaire du siècle, ils étaient plus de 120. Pour ces créateurs, il y a la majorité, il y a eu un avant et un après. Il y a eu une prise de conscience ou une lucidité qui allait plus loin, et beaucoup ont changé dans leur mode de vie. Il y a encore une semaine, je discutais avec une créatrice, Céline Olinsky, Céline H, qui me disait qu'elle avait complètement changé sa manière de consommer, et pas seulement en termes écolo, mais que du coup, elle était plus dans une consommation responsable. Elle se questionnait à chaque fois qu'elle était face à un achat. Et donc, du point de vue des créateurs, il y a eu un shift. Ça a permis à la plupart d'entre eux, en fait, d'assumer leur écologie. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient végétariens, qui n'osaient pas l'assumer. Il y en a qui étaient écolos et qui n'osaient pas en parler sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient peur de se faire bâcher. Donc en fait, ça a permis de rendre une norme invisible visible, de rendre ce sujet plus cool parce qu'on est passé par des porte-paroles qui n'en parlaient pas d'habitude et qui là en ont parlé pour la première fois, comme Norman, McFly et Carlito. Donc en fait, ce qui pouvait être encore ringard il y a quelques années, là, grâce à ces nouveaux porte-paroles, devient quelque chose qu'on a envie d'imiter et d'adopter. Sur les 30 défis, on a renvoyé chaque jour vers une ONG ou un entrepreneur social. Et tous ceux qui nous ont fait un bilan nous ont dit qu'il y avait eu des pics de 1000% sur leur site, plus d'inscriptions, tout ça. Et puis le débouché final, c'était donc l'affaire du siècle. Donc une des conséquences... Rappelez-nous juste l'affaire du siècle pour ceux qui... Je pense que tout le monde a suivi. Procès contre l'État pour inaction climatique. Vous êtes là, hein, d'accord, ok. Très bien. Donc, procès contre l'État pour inaction climatique. Voilà, et ça a été la plus grosse pétition française avec plus de 2,3 millions de signatures. En très peu de temps. Je me rappelle de la manière dont il a fallu mettre un petit coup de boost sur les réseaux sociaux et on regardait le compteur grimper. Ça a été vraiment très très rapide. Oui, et ça justement, ça a été une action collective parce qu'initialement, c'est une idée de Marie Toussaint qui a créé Notre Affaire à tous, qui a été chercher 3 ONG pour baquer tout le dossier juridique. Et donc en fait, on est prêt l'a accompagné depuis le mois de juillet sur tout l'aspect stratégique de communication et de mobilisation citoyenne. Et aujourd'hui, une des conséquences de l'affaire du siècle, c'est la mise en place de cette convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort, qui a commencé le week-end dernier. Tout à fait. Et pour avoir assisté aux 2 jours et demi du week-end, j'étais vraiment époustouflée en fait par le niveau de maturité des citoyens en fait qui prennent leur rôle extrêmement à cœur, qui se forment à une vitesse phénoménale. Ils vont avoir 6 semaines, je crois, pour rendre 6 week-ends, donc pour rendre un rapport avec des propositions pour lutter contre le dérèglement climatique et à tous les niveaux, évidemment, social, environnemental. Voilà. L'objectif, effectivement, c'est de répondre à la question comment réduire d'au moins 40% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ils vont avoir la possibilité de proposer des projets de loi, mesures réglementaires ou référendums à la population. Je vais donner la parole à Camille Laurent Camille Etienne. Camille Etienne, pardon. Camille Laurent. Martin, Pardon. Camille Laurent, Camille, arrêtons à Camille, ça m'adresse. En fait, j'avais marqué que Camille, je suis désolé. Vous pouvez m'appeler Jean-Michel, moi ça ira très bien aussi. Camille, vous avez magnifiquement ouvert la soirée avec ce très beau texte. Vous, votre idée, et d'ailleurs on en parle dans le film, c'est vraiment cette idée d'être sur cette stratégie du cheval de Troie. Vous pensez pouvoir réussir à changer les choses de l'intérieur. Et il ne faut pas se mettre à dos les industriels. Au contraire, il faut les amener avec soi. Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a plus le temps
de se battre entre nous alors qu'on est d'accord sur la même chose, c'est qu'il faut y aller. Je pense qu'on doit partout, tout le temps, se saisir de ces interstices, de ces petits trous qu'il peut y avoir dans la société et d'y aller. Donc moi, ça ne m'empêche pas de rejoindre des fois des actions d'Extinction Rebellion, de faire les marches avec Youssouf Clément. Aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est peut-être même pas d'ailleurs une chance, mais j'ai l'occasion, je suis invitée à des conférences à JP Morgan, au Ritz. Il y a quelques semaines, j'étais au Modem. Je suis absolument pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais on me dit, voilà, écoute Camille, on te laisse 20 minutes devant, il y avait 200 banquiers des 8 plus grandes banques françaises. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai envie d'aller leur dire et de prendre cette opportunité qu'on me donne, pas pour leur dire c'est génial ce que vous faites, mais pour leur dire, là, moi je suis jeune aujourd'hui et j'ai peur. Et j'ai envie de semer cette petite graine dans leur tête et qu'après, peut-être que ça permette d'avancer et d'aller ensemble. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a vraiment pas une seule manière de faire et que face à ce grand vide, pour reprendre un petit peu la métaphore, on doit tous trouver c'est quoi notre manière d'agir. Là, dans la salle, il y a, je sais pas, je suis nulle pour savoir combien de personnes à peu près. 3500 personnes. 3500 personnes. Donc il y a au moins 3500 manières d'agir différentes. Et en fait, c'est même une superbe occasion de découvrir qu'est-ce qui vous fait vraiment envie. Si c'est peut-être de faire des films comme ça qui vont réussir à faire pleurer, faites-le. Tu me tends la perche. Voilà. Enfin, Ushuaïa TV, c'est la stratégie du cheval de Troie au sein du groupe TF1. Je veux dire, on a depuis 15 ans, cette chaîne, ça a été sa stratégie. On a contribué à faire bouger les lignes. Et le fait qu'on nous donne les moyens de produire ce type de film entièrement dédié à la préservation de l'environnement dans un groupe hyper capitaliste, c'est de la stratégie du cheval de Troie. Donc oui, ça marche. Oui, ça marche. En fait, voilà, il n'y a pas que ça et on sauvera pas le monde en fait en faisant une seule stratégie. On n'a pas le temps. Vraiment, il nous reste très peu de temps, mais donc il est urgent de tous s'y mettre et de se poser la question. Si c'est d'ouvrir une boulangerie locale, faites-le. Si c'est ce dont vous avez toujours rêvé, si c'est de devenir paysan en permaculture, allez-y. Si c'est de faire des discours parce que c'est là où vous êtes le plus doué et où vous sentez que c'est là où vraiment elle est là votre place et votre mission dans la société pour faire un monde de demain meilleur, et faites-le. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Ça fait du bruit, 3500 personnes qui applaudissent en même temps. C'est impressionnant, il faut savourer. Ce qui est chouette, et ça a été une des vraies joies de cette enquête, c'est de voir que cette jeunesse, elle est plurielle, enfin, elle n'est pas d'un bloc. Et ça, Valérie, ça tu le sais bien, et les études de l'ADEME montrent que cette jeunesse, elle est plurielle, elle ne réagit pas de la même façon. Oui, tout à fait. Ce que je trouve extrêmement intéressant, d'abord, c'est la mobilisation pour des raisons qui sont différentes, dans des formes qui sont différentes, parce qu'effectivement, nous sommes tous différents. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on se fasse entendre. À l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ça fait presque 27 ans qu'on existe, et on avait des ancêtres avant, dont vous ne vous souvenez pas, c'est normal. Et moi, quand j'y suis rentrée il y a 26 ans, on se disait... mais oui, on a aussi cette volonté de pouvoir agir. Et elle ne nous abandonne pas. Et c'est pas pour vous dire, voilà, putain les gars, vous allez encore ramer pendant des années. Non, c'est parce qu'il faut y croire. Qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est important, c'est de préserver l'humanité, c'est de préserver l'endroit où nous vivons. Et donc, félicitations aussi déjà pour ça, parce que c'est très important. J'aime beaucoup aussi ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la transversalité. Aujourd'hui, si on veut réussir la transition écologique, il n'y a pas 50 façons de le faire. Il va falloir se transformer, et se transformer de l'intérieur, transformer nos sociétés, transformer nos entreprises, nos institutions, bien évidemment au premier rang desquelles l'État. Et c'est important d'avoir cette façon de réfléchir autrement, en ne se disant pas qu'il y a un sachant qui sait tout pour tout le monde et que les autres n'ont qu'à obéir. Mais oui, les idées que vous avez également, eh bien, elles sont tout aussi importantes. Ouais, bon, là, faut pas déconner non plus. Hein. Mais c'est ça qui est important pour nous. Et quand je regarde un peu ce qui se passe au niveau des études, parce que sur ça, je suis bavarde, c'est intéressant parce qu'on voit quoi ? On voit que, en gros, les Français, aujourd'hui, dans nos baromètres, ils ont à peu près 20 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas du sondage qui se fait à la va-vite, où la question oriente déjà la réponse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais où on a des véritables baromètres. Donc, ces baromètres nous disent quoi ? Nous disent que la problématique, donc la question environnementale, monte chez les gens. Bien sûr,
dans la moyenne des Français, c'est derrière tout ce qui est lié au chômage, à l'économie, à l'immigration, etc. Mais chez les jeunes, c'est la première préoccupation. Alors j'ai pris mes lunettes, mes chiffres, tout, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur en 2019, et donc pour vous, c'est 32%, pour 32% d'entre vous, la première préoccupation, et donc devant le chômage qui atteint 17%, ou l'immigration qui est à 19%. C'est déjà un premier chiffre que je trouve personnellement extrêmement intéressant, puisque depuis près de 40 ans, ce chiffre n'a jamais été aussi élevé. Ça fait partie des résultats de travaux qui ont été menés pour notre compte, notamment par le CREDOC, et je trouve que ça doit nous inciter à réfléchir. Deuxième point, parmi les problèmes environnementaux les plus cités, on a bien sûr tout ce qui est lié au changement climatique. En deuxième, on a tout ce qui est lié à la biodiversité animale et végétale. Et ça, c'est aussi quelque chose qui monte énormément. Et c'est vrai que là-dessus, on se dit, on voit quand on regarde parmi les Français qui disent qu'ils sont préoccupés, et c'est vrai, ça ne fait que monter par l'environnement, ces deux questions du changement climatique et de la biodiversité arrivent également en tête, avec en deuxième ou en troisième, je ne me souviens plus complètement, tout ce qui est lié à la qualité de l'air. Troisième point, mais qui sont les jeunes? J'allais dire, je ne vais pas faire un palmarès de ceux qui sont les plus engagés, néanmoins. C'est intéressant parce qu'ils ont l'âge de vie Pulane, ce sont les 15-17 ans, tout d'abord. Ensuite, ils sont plutôt de catégories socio-professionnelles supérieures, donc dont leurs parents sont issus de catégories socio-professionnelles supérieures, et ils sont plutôt jeunes urbains. C'est intéressant parce que dans jeunes urbains, ça ne veut pas dire qu'ils habitent des hypercentres de villes. Il ne faut pas réduire les villes à Paris et à son centre-ville. Non, il y a des villes partout et on habite pour une grosse majorité d'entre nous dans des villes. C'est important quand même à noter. C'est un phénomène qui gagne en ampleur. Là où je trouve qu'en revanche, il y a des choses que ces travaux, ces études nous remettent en cause, c'est la dissonance entre des aspirations extrêmement fortes, une volonté, une crainte, une éco-anxiété, etc. Et en même temps, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, les jeunes n'ont pas envie d'être seuls à agir. Vous l'avez très bien dit, tous les trois. Deuxièmement, il n'empêche qu'on a été tous biberonnés à la société de consommation qui nous a dit d'une façon ou d'une autre que la consommation, c'était le bonheur. Or là-dessus, et on le voit très nettement, on a une véritable difficulté qui est bien identifiée par tout le monde, y compris par les gens qui font partie de la Convention citoyenne, à dire mais oui, mais comment je fais pour me débarrasser de tout ça? Et c'est pas si simple. Parce que si les choses se passaient simplement en étant décrétées ou parce qu'on a lu des études, ce serait fantastique, et moi je pourrais aller faire autre chose, mais en fait c'est pas vrai. Il faut aussi agir sur le terrain. Et quand on dit que tout le monde reconnaît que cette société de la consommation lui pose un problème, c'est qu'en gros, ils disent qu'ils sont les jeunes, alors les jeunes, ça va jusqu'à 30 ans, ils ne sont pas vraiment en rupture du modèle de société consumériste, parce que ce n'est pas si simple que ça, et ils disent qu'en gros, aujourd'hui, pour 20% d'entre eux, des 18-24 ans, donc plus âgés que les 15-17, que consommer reste un plaisir. Il ne s'agit pas de dire ils sont moins bien que la moyenne des Français, ce n'est pas le but du tout de l'opération, parce qu'on est pareil, tous pareils. On avait Sébastien Boller qui est neurologue, qui a sorti énormément de livres, des romans, des essais, et il nous expliquait exactement où ça se passait, c'est-à-dire que c'est la dopamine, c'est-à-dire qu'à chaque achat, aujourd'hui, on nous a incité petit à petit au fil du temps, depuis les années 50, avec la création du statut social qui nous permettait d'exister grâce à nos possessions, donc c'est du temps, quoi. Et donc il nous expliquait ça très clairement hier, c'était à chaque achat, bim, dopamine. Donc à un moment donné, quand on n'achète pas, on est en manque, et voilà, donc c'est des habitudes à déconstruire. Exactement, et c'est aussi des habitudes que l'on peut se modifier grâce notamment à l'initiative qui avait été portée par Magali et puis par Cyril Dion pour justement accompagner les scénaristes, les diffuseurs, les producteurs, mais aussi les publicitaires, les créateurs, pour nous aider à concevoir ensemble un nouveau narratif du monde de demain, donc l'imaginaire de demain, qui fasse que,
Eh bien oui, une société sobre, ça peut être quelque chose d'extrêmement désirable. Pourquoi est-ce que typiquement, on nous montre tout le temps, par exemple dans les pubs pour voitures, bon, pardonnez-moi, le mâle blanc, dominant, tout seul, etc. Il y a récemment une publicité là, qui est sortie il y a quelques jours. Je crois c'est pour jouer le rôle de chef de meute et puis on a le gros 4x4. Moi, ça m'interroge quand même quelque part. C'est ça l'image que l'on veut donner de notre société, non pas toi, mais aux jeunes et à l'ensemble des citoyens que bien souvent on appelle aussi consommateurs. Donc oui, il faut être à côté des jeunes. Oui, la mobilisation, elle est importante. Elle ne peut pas se faire seule, vous l'avez fort bien dit. C'est pour ça que nous, côté ADEME, on essaye aussi d'accompagner des entreprises, des collectivités, pour justement développer ensemble des solutions, pour réfléchir autrement et faire en sorte que ça gagne du terrain. Et les salariés, pour ça, sont aussi des forces extrêmement importantes. C'est sûr que dès que, comme l'expliquait Camille tout à l'heure, dès qu'on se met à parler dans un groupe à 1000 salariés, ça a un impact immédiat puisque ces 1000 salariés sont 1000 citoyens et vont pouvoir non seulement changer leur comportement dans la vie quotidienne, mais aussi alerter leurs dirigeants et remonter jusqu'à la DRH en disant excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait là avec les gobelets en plastique et les mégots de cigarettes et les bouteilles, etc. Donc évidemment, c'est encore une fois le cheval de Troie dont parlaient tout à l'heure Christine et Camille. Qu'est-ce que ça vous... Juste un point, il ne faut pas qu'on le réduise aux éco-gestes. Je ne sais plus lequel de vous trois l'a dit, mais bien on est sur la remise en cause d'un modèle économique qui, voilà, et c'est ça qui est important, c'est pour ça que c'est si difficile. Mais les éco-gestes sont aussi très difficiles parce que souvent on s'arrête à parler de sujets comme le tri des déchets, mais il y a tellement d'autres choses extrêmement importantes, fortes, qu'on ne peut pas tous faire. Et en tout état de cause, il y a des gens qui vont pouvoir, quand on parle de mobilité par exemple, certains jeunes vont pouvoir, 25-30 ans, vont pouvoir agir, tandis que d'autres, voilà, vu leur place dans le territoire, là où ils sont, forcément, ils ont besoin d'un véhicule. Et il ne faut pas opposer les uns avec les autres. Ah, ça c'est certain. Nicolas, vous vouliez réagir. Je voulais juste, avant de vous donner la parole, avoir une réaction des jeunes. VIP, par exemple, sur... je peux t'appeler VIP ? Oui, bon, VIP. Pas de problème. Sur justement cette dichotomie, ces contradictions qu'on peut avoir entre ces aspirations et puis le fait d'être dans un univers hyper consumériste. Alors, tout d'abord, évidemment qu'on essaie de faire chacun le maximum qu'on peut au niveau individuel, mais on dit surtout qu'il faut un changement systémique. Il y a des études scientifiques, il y a une étude notamment de Carbon 4 qui a prouvé que même si on était parfait au niveau des éco-gestes, on réduirait nos émissions de gaz à effet de serre que d'environ 25%. Le reste est dû à la société. Bon, c'est déjà pas mal, 25%. Vipulan, il a obstinément refusé que je lui envoie une voiture, un taxi pour qu'il nous rejoigne, malgré tout ce qu'il a refusé. Il est venu en transport en commun, déjà. Nicolas, Nicolas Imbert. Moi, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, au niveau international, en quoi cette force de la jeunesse est une force de lobbying efficace. Pourquoi ça marche ? Mais justement, je suis directeur d'une ONG qui a été créée par Mikhaïl Gorbatchev en 93 suite à Rio 92. Et en 92, il y avait une petite fille de 12 ans à l'époque, on l'a tous en tête, elle s'appelle Severn Collis Suzuki. J'en profite d'ailleurs pour couper sous le pied d'éventuelles rumeurs que son père, David Suzuki, est l'un des environnementalistes les plus connus au monde, qui a beaucoup fait progresser la recherche sur les écosystèmes et sur le climat. Elle a ému le monde entier, y compris Gorbatchev. Et c'est pour ça qu'on a créé notre ONG, pour agir localement et pour compléter cette action locale aux côtés des collectivités, aux côtés des entreprises, des citoyens, de ceux qui étaient engagés par le climat, par un plaidoyer international, les deux allant ensemble, parce qu'on avait écouté ce que Severn nous avait dit. Nous sommes ce que nous sommes en train de faire. Et là, plus que jamais, on se rend compte qu'il y a eu Severn, il y a Greta, il y a Timothy qui était avec le Premier ministre fidjien et président de la COP23 pour témoigner, qui nous alerte plus que jamais, mais maintenant, il y a des millions de personnes. Et je vais prendre deux exemples que j'ai entendus à la Climate Week il n'y a pas très longtemps à New York, fin septembre, et qui m'ont particulièrement marqué.
Un qui est celui du grand chef Raoni. Vous vous souvenez, c'est en Amazonie. Et Raoni voit brûler tout autour de lui. Et il doit aujourd'hui racheter ses terres pour essayer de sauver son peuple tout en tentant de préserver ce qui peut l'être. Et il est en train de nous dire, l'Arctique brûle, l'océan brûle, l'Amazonie brûle aussi. Et tant que nous n'arriverons pas à éteindre l'incendie, nous n'arriverons pas à préserver la paix. Et ça illustre bien ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler tous ensemble. Et le mot de collectif a été prononcé plusieurs fois. Et ça n'est pas un hasard parce qu'il y a vraiment une belle dynamique qui se met en place. Parce qu'on sait que si on arrive à préserver l'environnement, la paix, la qualité de l'air, le climat, et il n'y a pas de conflit entre tout ça, il n'y a pas de priorité des solutions. On arrivera à gagner le jeu en gagnant sur tous ces tableaux ou sur aucun. On n'aura pas la paix. La deuxième personnalité qui m'a interpellé quand j'étais à la Climate Week, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Polman. Paul Polman, il a vendu des lessives en tant que président du Unilever pendant un certain temps et c'est l'un des plus grands lessiviers mondiaux. Quand on vend de la lessive, on s'intéresse à la qualité de l'eau. On s'intéresse aux perturbateurs endocriniens. Il est à la tête du Business Council et représente en fait toutes ces forces de l'industrie qu'on a souvent tendance à regarder comme des méchants. Et devant un partenaire où il y avait ses pairs financiers industriels, il dit ce que Greta Thunberg a dit, ce que des millions de jeunes dans la rue ont dit, de jeunes et de moins jeunes nous obligent tous. Il faut qu'on arrive à changer d'échelle et il faut qu'on arrive à répondre à l'urgence climatique en mettant beaucoup plus de moyens, plus vite et de manière plus systémique. Et souvent, je suis toujours perturbé parce que j'ai l'impression, particulièrement en France, on a tendance à ne pas entendre ce message. On n'a pas compris que la raison à supposer qu'elle a eu un seul camp est une raison qui a changé de camp. Que la science s'est ouverte sur la société, que la société s'est ouverte sur la science, sur l'économie, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On rêve d'un mythe de la France, du Minitel, du Concorde et des centrales nucléaires. Il n'y a plus rien qui existe comme système d'avenir parmi ces trois sujets aujourd'hui. Et effectivement, si on doit parler de nucléaire, c'est pour regarder le démantèlement, la sortie d'un modèle économique et le passage à la France d'après. Ce n'est pas une vision d'écologie, c'est une vision de gestion de risque. Ce qui vient d'ailleurs de se passer avec Lubrizol nous fait dire que sur la gestion de risque, on a petit changement à faire en termes de modèle de maturité globale et que je pense que pour une fois, on va parler de gestion de risque, on va parler de vivre ensemble, de plan d'anticipation des catastrophes majeures et de résilience à l'échelle des élections municipales. Ce n'est pas forcément un mal. Et là où je veux en venir aussi, et j'ai conscience d'être un peu long, mais je vais juste parce que je voudrais terminer là-dessus. Puisse donner la parole aux jeunes encore. Justement, justement, c'est ça qui est essentiel. C'est qu'aujourd'hui, dans cette transition, on a souvent tendance à considérer que la jeunesse s'exprime dans la fenêtre d'opportunité où on va lui donner la parole sur un sujet qu'on a nous-mêmes choisi. Et du coup, on dit, oui, mais après s'être exprimée, elle va retourner à l'école. Sauf que le schéma mental, le conditionnement et ce qu'on donne à vivre, notamment en études au lycée et en post-bac, est souvent bien ancré dans le monde d'avant. Et que si on veut imaginer le monde d'après, il faut aussi renvoyer les adultes à l'école, faire de la formation continue. Et il y a un rôle d'éducation populaire essentiel en ce sens qui est joué par les tiers-lieux. Certains très institutionnels comme le Learning Center de la Ville Durable, dont je préside le conseil scientifique à Dunkerque et qui forme en formation continue des fonctionnaires territoriaux tout autant qui sert de lieu et d'interaction avec la population. Et d'autres comme le collectif Main-d'œuvre à Saint-Ouen qui bizarrement aujourd'hui est mis à la rue et devient un nouveau migrant, de la même manière que les migrants ont beaucoup de choses à nous apprendre et sont mis à la rue. Donc il faut qu'on se dise que l'éducation, c'est quelque chose à faire tous ensemble, c'est une co-construction et c'est un partage, et qu'il y a un moment où il faut effectivement que dans le changement d'échelle, on se mette à dire que des murs et des points inaliénables qu'on pensait acquis pour l'éternité sont ceux qu'aujourd'hui, on va tous arriver à faire bouger ensemble.
Merci beaucoup, Nicolas. Il y a un très bon moyen d'éducation qui s'appelle YouTube. Dans les gens qui ont soutenu Magali dans le défi On est prêt, il y a un YouTuber qui s'appelle Max Bird, qui est un YouTuber fou d'Amazonie, fou d'oiseaux, scientifique. J'ai eu le plaisir il m'a accompagné en Guyane sur un reportage sur la montagne d'or, et il nous a envoyé un message de soutien pour la jeunesse. Il ne pouvait pas être là ce soir, pour la jeunesse et pour nous en général. Je propose de l'écouter. Salut, ça va? Ça va pas trop, hein. C'est effrayant, hein. Ces histoires de la planète se réchauffe, la biodiversité chute. On a tous ces scientifiques qui nous expliquent que la situation n'est pas terrible et qu'il va falloir vite inverser la tendance. Et de l'autre côté, des politiciens, des éditorialistes qui nous expliquent que Greta Thunberg, elle a quand même un regard un peu bizarre. Forcément, c'est pas très rassurant. Forcément, ça fout un peu la trouille. Et pourtant, c'est vachement excitant d'une certaine manière. Le combat qui arrive là, c'est pas de la gnognotte, hein. Essayer de faire changer, de faire organiser, on va dire, un système pour qu'il ne soit plus dévastateur, c'est un gros chantier et c'est hyper excitant. Nous sommes la génération qui avons ce combat-là à gérer et qui, d'un certain point de vue, est beaucoup plus importante que tous les précédents. Et c'est ça, moi, qui me donne un petit peu le coup de pied au huc. Hein. C'est quand on se dit, on a quand même cette espèce de... Tout le reste, ça a été une bande-annonce pour ce qui arrive, là. Vraiment, Et je trouve que c'est très très encourageant de voir à quel point la jeunesse se mobilise. Je voulais apporter tout mon soutien au festival Atmosphère, à Christine Oberdorf et à son film Les Enfants du Vide, qui est un film extrêmement important. Continuons à expliquer, à sensibiliser, à informer. Plus il y aura de gens qui auront conscience de la gravité de la situation, mieux ce sera. Cucu à tous et bon festival. Mon oreillette qui porte une casquette et une barbe vient de me dire qu'il nous reste une demi-heure. Voilà. Bien. Et qui s'appelle Jeff. Voilà, On peut applaudir Jeff parce que franchement, qu'est-ce qui nous a aidés? Merci. Il a un master en oreillette. Merci donc à Max Bird. Je vais remercier Valérie et Nicolas. À moins que vous n'ayez des choses à rajouter, n'hésitez pas. On va laisser la parole à la jeunesse, c'est le mot de la soirée. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Valérie. Une réaction à ce qui vient d'être dit, Camille, Vip, Magali, Hugo. J'ai l'impression que ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a vraiment un modèle à inventer et qu'au final, personne ne sait en fait. Le tout, c'est de se dire... on met du monde. Il y a une info, pardon, il y a du monde dans ma tête. Il y a une info que j'ai trouvée super intéressante récemment et qui va dans le sens de ce qu'a dit Nicolas Imbert. C'est il y a un mois à peu près, on a appris qu'Intermarché allait changer la composition de 900 de ses produits. C'était pas une vanne. Quelqu'un qui a rigolé. Je sais, je suis drôle, mais quand même. Non, mais là, je voulais pas être drôle. Il y a Intermarché qui a décidé de changer la composition de 900 de ses produits suite à l'utilisation par les consommateurs de l'application Yuka. C'est-à-dire que voilà, c'est le truc qu'on allait voir. Et Yuka, qui était assez intéressant, c'est que Yuka corrige parfois ses références parce que les personnes qui fabriquent les produits disent attention, vous êtes trompés. Donc il y avait quelque chose d'assez vertueux. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'à un moment donné, un groupe industriel arrive à modifier ses produits du fait d'avoir quand même une mobilisation citoyenne. Et c'est ce qui va se passer, j'ai l'impression, avec le climat. Et c'est ce qui change entre ce qui s'est passé après Rio 92 et maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand Greta va à la tribune de l'ONU, il y a derrière des millions de personnes dans la rue, jeunes, et ça commence à être moins jeune. C'est-à-dire que quand on regarde les marches pour le climat, il n'y a pas non plus seulement des gamins de 15 ans, de 15 à 20, 25 ans. Donc il y a tout à construire, mais j'ai l'impression que vous avez maintenant derrière vous une armée, si je peux utiliser cette métaphore. Vous le sentez comme ça ? Du coup, je me permets. Déjà, on va repartir de 92. Il y a la CNUC qui est créée. La CNUC accueille les COP. CNUC qui est la CNUC, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est ce qui organise les COP tous les ans, les intersessions, etc. Donc depuis 92, il y a eu du travail qui a été fait, qui a débouché sur l'accord de Paris, donc en 2015.
L'accord de Paris dit qu'on a un objectif de réduction des émissions, de ne pas dépasser de plus de 2 degrés Celsius le réchauffement. Oui. Et pour aller vers ne pas dépasser 1,5. Donc ça, c'est l'objectif. Donc l'accord de Paris donne cet objectif et à Katowice, la COP24, en fait, le but c'était d'avoir le rule book. Le rule book, c'est les règles qui vont permettre d'atteindre cet objectif. La COP25, là, elle va permettre de finaliser ce rule book. Mais au Chili, à Santiago, où nos amis, il y a des gens de Climate qui sont sur le bateau aussi. Ouais. Et du coup, en fait, à partir de maintenant qu'au niveau international, les objectifs ont été donnés, et on peut discuter les objectifs et dire que même dire 2 degrés, c'est trop, parce que justement, le dernier rapport du GIEC fait la différence entre 1,5 et 2 degrés. Et on dit qu'on a les objectifs, il ne faut pas dépasser 2 degrés, il faut tendre vers 1,5 max. Aujourd'hui, c'est au niveau local que ça va jouer. Donc, les objectifs sont donnés. Maintenant, c'est comment on agit, comment on met les choses en œuvre. Et c'est pour ça que, en fait, cette mobilisation de Youth for Climate, de Fridays for Future, et il n'y a pas que les jeunes qui se mobilisent. C'est-à-dire que là, on met tout ça en lumière, mais il y a des scientifiques qui, depuis des décennies, se battent pour ça. Il y a les ONG qui existent depuis des décennies aussi, qui se battent pour ça. Nous, on arrive à mettre toutes ces forces-là en lumière et d'arriver à porter le message. Et en fait, quand Greta elle parle, elle cite le rapport du GIEC, elle cite les ONG, et on n'invente rien. Et c'est pour ça que le message principal, c'est écouter les scientifiques, c'est écouter ce qui se dit depuis des années. Et aujourd'hui, les solutions, c'est l'heure de les mettre en place. Et en effet, par exemple, on peut voir que les grands groupes industriels, ça leur fait peur. Moi, j'ai rencontré des responsables RSE, j'ai rencontré des personnes qui travaillent chez EDF, j'ai rencontré beaucoup d'industriels. Et en fait, même là, dans l'agro-business, etc., ils se disent on ne peut plus faire de greenwashing parce qu'on a peur, en fait. On va perdre des clients, on va perdre des parts de marché. Et c'est ce que ce mouvement a réussi à mettre en place. C'est ce que la mobilisation de millions de personnes, et pas que des jeunes, parce que quand on marche dans la rue maintenant le vendredi, et de manière générale dans le monde entier, c'est pas que des jeunes. Hein. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Hein. Et je pense qu'on a réussi à impulser ça, Greta a réussi à impulser ça, et maintenant c'est à chacun d'entre nous dans la salle ce soir, dans le monde entier, de se saisir de ces enjeux, de se les approprier, et ensuite de transformer sa vie et les gens autour de nous et la société dans laquelle on vit. Là, je pense que ça serait chouette quand on garde un petit peu de temps pour nos interlocuteurs qui vont nous rejoindre pour parler de solutions mises en place, à la fois en termes de mode éthique et également en termes de reforestation, de lutte contre la déforestation plutôt. Mais peut-être qu'on pourrait prendre un peu de hauteur avec la houle douce le temps qu'ils nous rejoignent. Ça te dit ? Très bien. Avec la houle douce qu'on a déjà vue dans le hall et dans le film.
propose que Nicolas Pouchard nous rejoigne avec Bast, quand même. Voilà. Nos saltimbanques qui sont là, voilà. Et puis on va avec eux accueillir nos prochains intervenants. Ils sont toujours là, j'espère, quand même. Alors Zakaria Gattas de la start-up Green Lion, David Maenda Kitoko, Génération Lumière, que l'on voit dans le film, de Christine. Alors David est là. Il est où, David? Il est là. David, voilà. Oui, mais Zakaria, il est où? Zakaria, il est en train de descendre. Ah, voilà. il est là. Le voilà. Okay, bon. Et allez-y, installez-vous là. Je suis toujours en train de me paumer dans mes fiches, moi. Mais ça va sinon. Hein. C'est l'histoire de ta vie ce soir. Oui, c'est ça, exactement. Et puis peut-être Gert Peterbrook, exactement, qui est là également, qui est un habitué du festival, qui est réalisateur. Récompensé l'année dernière. Exactement, pour un film justement sur les Indiens d'Amazonie, et qui par ailleurs est courbevoisien. Voilà. Alors on va se serrer peut-être. Voilà. Donc, moi ça va, j'ai une table pour moi juste, tout seul. Juste puisqu'on vient de s'envoyer en l'air avec vous là, comment vous faites pour remettre cette highline au service de la préservation de la nature, de l'environnement? Enfin, est-ce que c'est un outil militant pour vous? Alors nous, c'est un outil militant dans le sens où on est dans la pleine nature, on en a besoin pour pouvoir s'accrocher, pour pouvoir avoir des ancrages et pouvoir avancer sur ces lignes-là, traverser le vide. Mais c'est surtout un outil de communication pour nous, pour faire passer certains messages, comme celui qui a été exposé dans le film pour lequel on n'est pas tout, voilà, donc les enfants du vide. Mais c'est parce qu'on a toujours affaire à un public. Nous, on est une compagnie de spectacle, donc on est une compagnie de spectacle avant tout où on mêle musique, théâtre, conte et poésie, et on se produit devant un public, et donc à chaque fois on a un message à transmettre, que ce soit par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, ou que ce soit tout simplement du rêve, des étincelles qu'on a envie de mettre dans les yeux de certaines personnes, juste l'espace d'un instant. Chouette. C'était beau. Je voulais juste te dire que on s'est rencontrés jeudi soir pour la cérémonie d'ouverture, et en fin de compte, ils campent là, en fait, les mecs. Ils sont là tous les jours. Ah oui, mais depuis jeudi, et peut-être même qu'ils sont arrivés avant. Hein. Moi, je suis arrivé jeudi, et je suis là évidemment depuis jeudi. Non, mais il y a à manger gratuit, nous. Ah oui, il y a à manger gratuit. C'est vrai. Tu as raison. Tu as donc dépisté exactement la raison pour laquelle je reviens depuis 9 ans. Donc, nous sommes désormais 2. Mais en tout cas, voilà, ils sont à fond. Ils ont regardé pas mal de conférences, ils ont vu beaucoup de films. Donc, ils sont totalement impliqués dans le sujet. Je voulais juste rebondir avant de continuer avec Magali par rapport à ce qui vient d'être dit. En fait, ça va exactement dans le sens de ce que vous avez prôné lorsque vous étiez à Cannes. Comment ont réagi les réalisateurs, les scénaristes, quand vous avez commencé à les titiller sur ces questions-là? Alors déjà, la pétition, je crois que j'ai lancé le vendredi soir, et le lundi, on avait déjà plus de 200 signatures, et des grands noms. Enfin, là, on a vu Luc Jacquer, Adou Mireille Anou, il y a eu Françoise Nissen, Mathieu Ricard, Lucie Lucas, Charlotte Gainsbourg. Oui, mais là, vous citez des noms qui sont presque évidents. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà très open-minded quand même. Luc Jacquet, évidemment, il est d'ailleurs venu présenter plusieurs de ses films ici en avant-première. C'est un environnementaliste convaincu. Les autres que vous citez sont assez humanistes, mais je pense qu'il faut aller prêcher ailleurs, pas les convaincus, mais les autres. Ouais, je suis d'accord. Déjà, on en a discuté avec l'organisation du Festival de Cannes, pour qui c'était pas évident, parce qu'en termes d'empreinte écologique, ils ont des petits progrès à faire. Ah bah le nombre de kilomètres de tapis rouge déjà quotidien. Changer tous les jours. Si. Mais bon, toujours est-il qu'ils nous ont quand même soutenus, puisqu'on a fait cette montée du tapis rouge à 22h, pas à 19h. Et donc, en fait, quand on a fait cette matinée où les jeunes ont parlé, donc là, on les a vus dans le documentaire. Ce jour-là, en fait, dans la salle, il y avait des journalistes, des réalisateurs, des producteurs, des acteurs. Quasiment toute la salle était en larmes. Hein. Enfin, tout le monde a versé. Voilà, c'était super émouvant. Et à la fin, il y en a beaucoup qui sont venus nous demander ce qu'ils pouvaient faire, justement, comment ils pouvaient contribuer à ce qu'il y allait avoir une suite. Et il y a une suite, en fait, qui est attendue.
Donc on a parlé plusieurs fois pendant ce soir là, des futurs souhaitables et des futurs possibles, et c'était vraiment l'objet de cette tribune à Cannes. Et en fait, justement, avec l'ADEME, je ne sais pas si Valérie est encore là, et avec Spark News, on est en train de réfléchir à cette fabrique des récits qui mettrait autour de la table des experts multidisciplinaires pour voir justement dans quel cadre on peut désormais évoluer et ne plus évoluer, et quel est le futur possible et souhaitable en fait. On a lancé cette année avec Atmosphère un concours de synopsis à l'intention des scénaristes. Demain après-midi, on a 6 scénaristes qui vont venir ici pitcher avec Pierre Jolivet, qui est président du jury, avec la guilde des scénaristes, avec des différents producteurs qui vont les accompagner. Et le gagnant aura une bourse, sera accompagné par l'ADEME et participera à une masterclass qu'Atmosphère organisera d'ailleurs à destination des scénaristes au mois de décembre prochain. Donc on est vraiment dans cette dynamique. Donc je vous invite demain à venir écouter. On a reçu 159 scénarios et enfin synopsis évidemment, donc synopsis, le résumé de l'histoire, et il y a des choses absolument dingues qui ont été envoyées et ça touche à tous les sujets, hein, du véganisme à la permaculture, à des choses très dans tous les genres, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aille dans les genres et pas seulement dans des films prétendument écolos. Il faut aller creuser un peu plus loin. Christine. Je crois que Camille voulait ajouter. Une petite réflexion d'une seconde. C'est juste pourquoi en fait tout ça c'est important. Est-ce que vous pouvez par lever de main dans la salle, combien de personnes ont déjà pleuré en voyant un personnage de fiction mourir à la fin d'un film, ou embrasser la personne qu'il a enfin draguée pendant tout le long du film? Combien de personnes ont déjà pleuré devant un film, honnêtement? Bon, très bien. Voilà. Combien de personnes ont déjà pleuré en lisant le rapport du GIEC voilà. Très bien. Bon, ça parle en fait, pourquoi c'est important? C'est pas juste parce que c'est beaucoup plus kiffant de faire des films et de regarder des films que de dire ces choses-là. En fait, c'est parce que c'est un incroyable premier pas et c'est ce qui nous met en mouvement. En fait, on est des hommes de symboles. Malgré nous, on aimerait bien être super rationnel, mais c'est pas le cas. L'homme, par définition, on va se bouger parce qu'on a une émotion qui va nous faire ce premier pas. Une fois que ce premier pas il est fait, après, évidemment qu'il y a toutes les actions collectives, il y a tout le savoir à construire, il y a tout ça, jamais on le remet en question. Mais pour faire ce premier pas et pour donner envie d'y aller, en fait, l'imaginaire, c'est vraiment super important. Donc, ce que vous faites là, des festivals comme ça, ce qu'on a fait avec On est prêt à Cannes et ailleurs, en fait, inventer ce monde de demain-là, ça peut paraître juste naïf et super beau, mais en fait, ça a un vrai impact sur les gens. Et la preuve, c'est que voilà, vous êtes là aujourd'hui et que j'espère qu'en sortant de cette salle-là, vous aurez un peu plus envie de vous bouger qu'en y étant rentré. Incroyable cette fille. Alors, parmi les leviers de changement, Lucie Lucas, qui vous accompagnait à Cannes, en a beaucoup parlé. Il y a la mode éthique. Et on a un représentant de cette mode éthique ce soir. Il s'appelle Zacharia Gattas, qui a créé sa propre ligne de jeans écolo. C'est ça? Effectivement. Green Lions. Ouais, c'est ça. Donc Green Lion raconte l'histoire d'un lion végétarien. Donc ça, c'est l'histoire décalée de la marque. Mais sinon, c'est du sérieux. Voilà. Green Lion, c'est des jeans à base de fils de coton recyclés et des bouteilles en plastique qu'on recycle en Espagne. Green Lion, c'est aussi des adoucissants de jeans dans la teinture qui sont écologiques, qui sont certifiés. On fabrique aussi des t-shirts à base de coton bio, mais surtout certifiés GOTS. Je pense qu'il y a certains parmi vous qui connaissent le GOTS, non? Peut-être pas. Bon, j'explique. En fait, le GOTS, c'est l'une des certifications les plus contraignantes, mais aussi les plus prestigieuses du coton organique. Aujourd'hui, quand on va dans des supermarchés, on voit des t-shirts bio à 19 €, des jeans bio à 39 €. Franchement, je me pose la question, quelle est la traçabilité du coton organique dans l'histoire? Parce que ce que vous voulez dire, c'est que si on veut avoir des normes les plus précises possibles et surtout les plus éthiques possibles, ça a forcément un coût. Effectivement, ça a un coût. Et le problème des normes, c'est qu'il y a tellement de normes aujourd'hui. Je parle de la mode, je parle du textile. Il y a tellement de normes aujourd'hui que les clients, ils sont perdus. Et je me demande si ce n'est pas fait exprès, justement, pour qu'il y ait un flou. Aujourd'hui, il y a, si je vous dis GRS, BCI, BSCI, GOTS, Ocotex,
franchement, si on veut classifier parmi ces normes-là, quelle est la plus, on va dire, sérieuse, personne ne serait capable de le dire. Aujourd'hui, même avec, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à l'encouragement de la BPI, que je salue ce soir, qui nous a encouragés. On a reçu un prix spécial BPI de cette année. Et on a assisté à une formation animée par Greenflex. Donc c'est quand même des gens qui sont sérieux, qui sont dedans. Et pourtant, quand ils listent toutes les certifications dans le monde du textile et de la mode, tout le monde est perdu. Bref, donc voilà, pour revenir à l'histoire de Green Lion, donc, et comment on parle aux jeunes, je ne vais pas vous embrouiller à 23h, je vais être très simple, bref et concis. Qui dit jeunesse dit espoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à la transformation du monde de la mode. Après, ça dépend comment on voit le verre, à 97% vide ou à 3% plein. Je m'explique, parce qu'aujourd'hui, la mode éco-responsable ne représente que 3% de la mode, de l'offre de la mode en Europe, pas uniquement en France, d'après une dernière étude de World Planel. Mais il y a 10 ans, c'était 0%. Donc aujourd'hui, je parle du jean que je connais, qu'on maîtrise, parce que j'ai créé ma société il y a plus de 10 ans dans le B2B. Donc on propose à des marques des jeans écologiques, de la conception à l'industrialisation. Mais on voulait aller encore plus loin dans la démarche. Donc on fait du coton biologique, on fait du jean à base de fils recyclés, de coton et de polyester. Mais aussi on plante des arbres avec Reforestation. Donc c'est Reforestation... Pardon, dites-moi. Non, mais je voulais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur aussi la volonté citoyenne qui est donc citoyenne donc des consommateurs qui finissent par avoir une incidence sur les actions. Effectivement. Des Et franchement, quand j'ai vu toute cette mobilisation aujourd'hui. Franchement, j'étais heureux et je me suis senti aussi petit parce que je me dis voilà, on fait quelque chose, mais j'ai l'impression que les jeunes sont beaucoup plus on va dire impliqués. Moi, quand j'avais 15 ans, je pensais plus au foot qu'à l'écologie. Il faut être. Vous avez défilé contre la loi de Vaquet quand même. Même pas. Voilà, je vais être honnête avec toi. Alors moi, oui, mais je ne sais pas du tout ce que voulait dire la loi. Hein. C'était juste pour pas aller à l'école. Mais voilà, j'étais quand même dans la rue. Et Gert, quel âge vous aviez, vous, quand vous êtes engagé la première fois? Gert, leader de Planète Amazon, ça va faire le lien avec la forêt, ça. Je suis particulièrement ému d'entendre le relais, je veux dire, parce que j'avais 18 ans quand je me suis engagé et que Camille parlait d'un déclic. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire d'être intéressé par une rockstar qui m'a permis de rencontrer le chef Raoni à 18 ans. Et c'est une rencontre qui a été magique et qui a fait que je suis aujourd'hui encore engagé dans cette cause. Je suis devenu un ami proche du cacique Raoni. Je l'ai beaucoup accompagné. On a fondé Planète Amazon à sa demande. Et c'est vrai que c'est aussi un petit peu un rêve qui se réalise, un rêve du chef Raoni, de voir cette jeunesse se lever. Parce qu'avec lui, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et en 2013, on a pensé à lancer une alliance des gardiens de Mère Nature, qui était en fait le rêve au début de relier des leaders indigènes à travers le monde. Et c'est devenu après plus que ça, parce que c'est devenu relier des leaders indigènes et aussi des personnes qui avaient envie de s'associer avec eux. Et c'est une frontière qui était extrêmement difficile à franchir, parce qu'il y avait toujours eux d'un côté et nous de l'autre. Soit on les aidait, soit on avait pitié, soit on les détruisait. Mais qu'on dépasse d'un côté ou de l'autre tout ce mur infranchissable, parce qu'eux, ils ont beaucoup à nous reprocher. On les a détruits pour la plupart, et qu'on se mette à travailler ensemble, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que seul le chef Raoni, encore vivant et avec son combat incroyable, pouvait motiver ça. Et on a créé cette alliance à la COP21, et aujourd'hui elle existe. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pas en tant que réalisateur ni en tant que fondateur de Planète Amazon, mais pour parler de cette alliance. Et voir cette jeunesse aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que dans quelques jours, des membres de l'alliance vont venir à Paris
Et ils ont insisté pour se relier justement. Donc j'en profite pour lancer l'invitation. Parce qu'il y a des gens d'Extinction Rébellion qui vont faire une mobilisation pour le 25. Et évidemment, Youth for Climate ou Friday for Future sont les bienvenus pour s'associer avec eux parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire. Et d'ailleurs, chose étonnante, après je vais donner la parole, mais un des leaders a une jeune fille de 16 ans qui est une des meilleures amies de Greta Thunberg et qui est maintenant dans cette mouvance-là. Donc tout est en train de se relier et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire. Et juste à côté de vous, il y a un garçon qui s'appelle David Menda. Je fais juste une parenthèse, juste pour... L'Alliance sera donc à Paris quand il y aura une action, il y aura juste pardon. Et merci après, de me tendre la perche. Oui. Ils arrivent donc il y a une délégation de 8 personnes qui arrivent le 23 octobre, donc c'est demain. D'accord. 23-24, on fait un événement pour qu'ils puissent rencontrer le public à la mairie du 6e à Paris. Donc ce sont 2 après-midi. Le 25, journée de mobilisation avec Extinction Rébellion. Et comme c'est un vendredi, on espère que aussi les mouvements de la jeunesse seront là. Oui. Voilà, enfin, sont là. Et puis après, il y a encore d'autres événements, le 27, pour voir que tout le monde puisse les rencontrer, quoi. Merci de m'avoir tendu la perche pour ça. Je vous en prie. Rendez-vous est pris. Et David, peut-être tu pourras, je sais pas. David, lui, se bat pour la forêt du Congo, qui est sa forêt natale. Et toi, si tu te bats pour ta forêt, c'est beaucoup pour garantir un jour la paix dans cette zone du monde aussi. C'est ça, merci. Et en fait, tout se relie. Et donc, comme elle a dit, moi, je suis David Menda Kitoko. Je suis né en RDC, à l'Est, donc là où se concentrent un peu plus les minerais, notamment le cobalt dont j'ai entendu parler tout à l'heure, le coltan, l'or, etc. Et j'en passe. Et je suis né tout près d'un lac qui s'appelle le lac Tanganyika, qui est rentré dans le palmarès des lacs menacés actuellement. Pourquoi je me suis engagé? Je suis né dans la guerre, moi, en fait. On va dire, jusqu'à l'âge ouais, je suis né dans la guerre, puis il y a eu un temps d'accalmie. J'ai pu au moins profiter de cet environnement qui m'entourait, les forêts, le lac, etc. Puis, dans les années 97, et moi, ce que j'ai pu voir de mes yeux, c'est à partir de 2001-2002, où la guerre a repris. La guerre a repris d'une manière très violente, puisqu'il y a eu des assassinats des présidents, etc. Et la guerre, chez nous, elle commence toujours par la région où j'ai vécu, parce que c'est là où se concentrent, on va dire, les enjeux miniers qui sont là. Et il se trouve que cette époque-là, en 2002, il y avait, je ne sais plus, la bourse de Wall Street, les cours avaient augmenté de ces minerais qui étaient tellement recherchés pour nourrir l'économie électronique actuellement. Donc, dans mon parcours, évidemment, on a fui. Alors, j'ai des parents, ma mère, elle est super douce, mais qui parle aussi quand des choses la déplaisent. Et c'est le cas de mes parents, en fait, et de mon père également. Et il a osé prendre la parole. Bon, il pouvait parler, il pouvait se faire entendre, il n'était pas politique du tout. Et c'est là où tous les amis ont commencé. On a dû fuir. Alors moi, je l'ai vu, et je l'ai vécu avec mon regard d'enfant, un peu comme une aventure. On change de pays, on marche, on traverse les frontières, etc. On arrive dans un pays, il faut apprendre une nouvelle langue. Voilà, j'en parle 6, ce qui est très bien. Et j'ai vécu donc dans des endroits où, à chaque fois, il fallait déménager. Soit pour des raisons des balles, il y a un endroit où on n'a fait que 2 jours, parce qu'il y a eu des balles, et puis il fallait fuir, parce que tout le monde fuyait. On a fui. En grandissant, bon, je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, après un long parcours des pays alentours de la RDC. À Mayotte, c'est là où je suis arrivé, à Mayotte. J'ai fait 2 ans, donc j'ai commencé mon lycée en France, donc à Mayotte. Et il y a eu des problèmes, de complications de maladies, etc. On a dû venir en métropole. J'ai pu continuer mes études et je pense que je suis parmi les termes migrants, je ne l'aime pas, mais puisque c'est ce qui est utilisé souvent, on va l'utiliser. Donc je suis parmi les migrants les plus chanceux parce que j'ai vécu dans un pays francophone, parce que j'avais déjà fait, on va dire, quelques études avant d'arriver en France métropolitaine et j'ai pu accéder à l'école. Et ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé parce que j'ai pu faire des rencontres.
qui m'ont permis voilà, de me sentir accueilli dans ce territoire et qui m'ont donné envie aussi de pouvoir apporter sur le territoire qui m'a accueilli. Mais j'avais toujours cette soif-là aussi, ou cette, je sais pas, avant je le prenais comme une vengeance de dire il faudrait faire quelque chose dans le pays où on m'a interdit d'y aller, puisque, comme vous l'avez entendu dans le reportage, je n'ai plus le droit de retourner dans mon pays. Et d'ailleurs, ça a été compliqué avec Christine. Et à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Donc, la patience, des discussions toujours avec des amis qui sont restés, eux, là-bas. Et j'ai eu la chance de rentrer en classe préparatoire. Et là, j'arrive dans un environnement qu'on dit élitiste, parce que je fais une classe préparatoire à Normal Sup à Lyon, et où je découvre un environnement complètement différent, des cours super bien. Et là, je croise des Africains qui viennent faire leurs études ici. Et je lance un coup d'œil pour les frais de scolarité. Je pense qu'eux, ils ne pourraient jamais venir si on avait augmenté les frais de scolarité. Et ces gens-là, ils venaient de faire la révolution au Burkina Faso, de Blaise Compaoré. Ils venaient de chasser Blaise Compaoré. Ça m'a donné un déclic. Je me suis dit, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse à la fois ici et là-bas. Et j'avais commencé à avoir une sensibilité environnementale. Simplement, je me disais, mais beaucoup de gens agissent sur ces questions-là. Qu'est-ce que j'aurais à apporter en plus? Alors j'ai voulu parler, faire le lien entre mon pays et le pays qui m'a accueilli. Et il se trouve que les liens étaient tellement proches, parce que nous avons tous dans nos vies, dans nos poches, dans nos maisons, un bout de Congo. Alors je me suis dit, je vais partir de là pour parler environnement, mais aussi parler économie, politique, de là-bas et ici. Génération Lumière, du coup. C'est ça. Et pour justement lutter contre l'exploitation illégale des minerais qui provoque justement tous ces conflits. Et quelles sont les actions que tu mènes pour réussir à sensibiliser? Alors, comme on est sur deux terrains, en fait, là-bas, on dit que, je ne sais pas comment on le dit en français, c'est la fameuse histoire de saint Thomas. Je ne suis pas du tout catholique, mais c'est le fait que je ne crois que ce qu'on voit. Exactement, mais nous, on le dit en Swahili, et ça a tellement pris d'ampleur parce que les politiques, tout le temps chez nous, ils viennent, ils vous donnent des t-shirts, ou certains vous distribuent l'argent, le sac de riz, et ils disparaissent, ils reviennent encore pour distribuer des moustiquaires, etc. Après 5 ans. Et du coup, les gens en ont marre, et du coup, ils disent, on ne croit que ce qu'on voit. Et ici, j'avais une opportunité de pouvoir simplement agir par la parole, c'est-à-dire prendre un micro comme vous me le tendez aujourd'hui et sensibiliser les gens sur ce qui se passait. Là-bas, il était nécessaire d'être dans le palpable, le concret. Pour que notre message soit entendu, il fallait passer par le concret. Donc, on s'est dit, il n'y a pas 1000 façons d'agir, on va faire comme ça. Donc, en France, l'association Génération Lumière se concentre principalement à faire de la conscientisation. Donc, on fait des conférences, des tables rondes, des événements où on se conscientise sur la consommation consciente, d'abord à travers l'outil que nous avons tous, et on peut inviter d'autres personnes qui s'y connaissent, par exemple dans la mode, dans d'autres choses, pour toujours sensibiliser sur cette question-là. Et au Congo, comme vous l'avez vu dans les images, par exemple dans cette ville où je suis né, depuis 1960, le Congo est indépendant, donc est un pays, disons, indépendant. Et il n'y a jamais eu de poubelles publiques. Et dans les images, je sais pas, vous avez vu, il y a des gens qui s'entourent. En fait, il y a des gens qui viennent demander qu'est-ce que c'est. La poubelle, elle a été fabriquée par des jeunes qui sont là-bas. Ils ont essayé de la mettre. On a conscience que ça ne va pas changer le monde, mais on se disait que c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle Génération Lumière, c'est de mettre la lumière ou l'ampoule
sur une problématique pour créer un déclic. Un autre déclic chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Et l'action de David est vraiment l'illustration de thèses qui sont heureusement de plus en plus défendues par des gens comme François Gémen, par exemple, la migration comme instrument d'adaptation climatique. C'est parce que David est venu ici qu'il tisse le lien vers des actions qui participent de l'adaptation climatique de son pays. Voilà, donc... toucher un mot sur l'importance. Pour moi, c'était au fait, le fait d'agir. Aujourd'hui, je n'ai plus cette attitude de vengeance. C'est plutôt, en fait, je me dis que, en fait, je participe à la paix. Je participe à la paix d'abord parce que ici, en conscientisant les gens sur leur consommation, ça va peut-être amoindrir les demandes de ces minerais là-bas et moins d'argent dans les poches des chefs de guerre. Déjà, en ne surconsommant pas. Alors, j'en profite, je saisis la balle au bon, mais là, ce week-end, il y a la fondation Jane Goodall qui est présente et qui est partenaire de la fondation d'Atmosphère. Et ils font une récolte de vieux téléphones pour les mêmes raisons, puisque les dommages collatéraux, c'est également le braconnage, la viande de brousse et l'extinction des gorilles dans les montagnes du Kivu et dans toute cette partie d'Afrique centrale. Et donc la fondation récupère vos vieux téléphones pour les recycler. Donc je ne sais pas si vous en avez un au fond d'un tiroir, qui sait. Comme demain tu viendras parce qu'il y a encore des pâtes gratos, peut-être que tu peux revenir avec un téléphone. En tout cas voilà, si vous avez... on a toujours un appareil électronique au fond du tiroir qu'on n'a pas utilisé depuis très longtemps, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, ce sera utile. Tout à fait, et je voulais juste dire autre chose par rapport à l'Amazonie. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a le deuxième poumon de la Terre se trouve en Afrique, et justement l'exploitation de ces minerais-là nécessite de couper les arbres pour pouvoir tout simplement acheminer ces minerais-là, et c'est une vraie catastrophe. De l'autre côté du continent américain, il y a l'Amazonie qui brûle. Et de l'autre côté, on coupe les arbres. Voilà, ces genres d'actions, ça paraît moindre, mais si on le fait par des milliers et des milliers de personnes, ça pourrait changer la donne. C'est tout le discours qu'on a tenu ce soir. On va conclure ? Oui, let's go pour un peu de musique, peut-être, non ? Je crois pas. Il y a les images de... les images également. Ah oui, on repart en Amazonie. Exactement. On va y aller en Amazonie, justement, ou du moins avec les Indiens, pas que d'Amazonie, d'ailleurs. Je vais introduire, est-ce que c'est pas, justement, c'est une rencontre entre deux continents, Amérique du Sud et Amérique du Nord. Tu sais, il y a beaucoup d'Africains dans l'Alliance des gardiens de la nature, donc tu es bienvenu aussi. Voilà. Et vous allez voir, c'est un moment extraordinaire. Il y en a eu beaucoup de... En fait, on a eu une grande assemblée pendant cette... On a fait une grande assemblée qui s'appelle la Grande Assemblée de l'Alliance. C'était en 2017. On a rassemblé 200 indigènes du monde entier, de presque 30 pays, et donc des alliés. Et on a voulu vous présenter ce soir un petit moment comme ça, c'est court, c'est 2 minutes, pour que vous voyez le genre de rencontres qui se sont faites. Voilà. Vendo sua experiência, como vocês estão enfrentando essa realidade sobre o fracking no seu país. Aqui em Brasília, nós estamos no início. You know, we speak a different language, but I understand what you're saying. We have had over 3,000 earthquakes in Oklahoma that are above a 3.2. There's pipelines all through the earth there like a nest, and it's shaking them. There will be explosions. There will be terror and killing. But right now the air there from the fracking that's going up is methane gas. It's causing climate change. We're having big tornadoes that are destructive. We're having floods from the rains just covering the land. We're having the sun shine so bright that drought happens and nothing will grow. Our children from that methane gas making us sick where we can't breathe. We share these issues with one another so that prayer and our ways will carry us through for our future generations. Então é muito importante essa troca de experiências e principalmente nós unir forças mundiais para que possamos enfrentar
aí essa empresa, esse capitalismo mundial que quer tirar nossos recursos naturais de nossos territórios. The knowledge that I have, the ways we fight in Oklahoma against those big corporations, I'll share with you. The knowledge that you have here in Brazil, you share with me. And we'll win. We'll win. Huh. Road trip immaculé dans nos Volkswagen teintés de tags. On veut pas de produits, nous. On veut la chaleur des rayons sur nos crânes. On s'incline plus nulle part. On suit les ondes qui exhalent des lignes transpirantes et noires que cheminent nos âmes. Plus de pub pour trépaner. Fini gonzesse à masturber. L'anorexie du siècle et des idées. Pour l'audimat à la télé. On est toujours sentimental. Au fond des drogues, de la MD, des artifices et des étoiles. Y a du road trip dans les soirées. L'heure est à la décadence. Sur les radios du paraître, je vois des globules qui dansent, surprenant tant qu'on peut l'être les filles souris. Comme on leur dit, c'est plus sympa sous extasie d'éteindre des voix de nos esprits au fond d'un verre de whisky. Et la lune pleine s'extasie pendant qu'on s'éblouit de fausses beautés qui nous ressemblent, de ce qui nous semble infini, de cet espace que je devine. À ces beautés imaginées quand je n'ai au fond de mes tripes que la volonté de t'aimer. Quand je m'en vais loin de moi-même pour Amsterdam ou l'Australie, les gens s'en viennent et se disent amis, il paraîtrait que c'est la vie, moi j'ai volé la mienne au doute. Dans ma folie bien incertaine d'un idéal, prenant la route, viens, si tu veux je t'emmène. Être invincible au bout de soi, toucher l'horizon de nos doigts. Le vent se passe bien de leur loi et de nous. Voilà pourquoi des peuples entiers se lèvent à l'aube, solitaires au milieu des fauves. N'entends-tu pas sur les tambours frapper révolte au nouveau jour? Pauvre à crier, tu m'auras pas. Mon vieux Léo, mon pauvre toi, tu sais parfois nous on te voit anarchisé dans tes combats sur les collines d'un espoir mort. L'amour n'est pas, il dort encore et moi j'y crois qu'on combat. Et moi j'y vois des sémaphores éclairant rien qu'un peu d'espoir, une lueur dans le grand noir des galaxies, tenant toute seule et de ce cœur qui nous a peur à s'arrêter quand il voudra. Ne serions-nous pas frères et sœurs dans ce hasard qui nous frappera à chaque cliquetis de l'heure, condamnés à tourner pour rien, l'enfer est rond comme un vaurien, comme cette terre qui nous entraîne à ne marcher que vers nous-mêmes. Et cet enfer qu'on a nommé, je le vomis pour être en paix à mon âme. Si je me trompe, j'entends sonner le décompte, viens. Road trip immaculé dans nos Volkswagen teintés de tags. On veut pas de produits, nous. On veut la chaleur des rayons sur nos crânes. Le cœur à vide, on marche vers rien mais on s'accroche
à chaque lueur que le destin fait pointer à la mort qui s'approche. Je suis poème, je suis morose, je suis l'élan qui s'entrepose dans le fond des bouteilles vidées. J'ai tout gardé de mes rêveries, elles sont décidées d'insouciance. Et dans chacun de mes paradis, il ne reste que l'enfer qui danse. On partira, je te l'ai dit, au-dessus du réel des autres, à chaque instant de nos dépits, à chaque mot de leur apôtre. À chaque mot de leur apôtre. On nagera les firmaments, à la lie boire les larmes du temps. On goûtera des poèmes exquis, à nos bouches les embrassant. Sur des rythmes organiques, insultes au modernisme obsédant. On chantera satanique, la pastille, thank you Satan. On partira, je te l'ai dit, au-dessus du réel des autres, à chaque instant de nos dépits, à chaque mot de leur rapport. À chaque mot de leur apôtre. On se fera guerrier du sens dans les tripes pourries du stagnant, puisque la combustion de l'essence fout le feu à l'air du semblant. Déjà petits, nous songions grands, à des cathédrales debout. Et puis la paresse du temps nous a fait poser le genou. On partira, je te l'ai dit, au-dessus du réel des autres, à chaque instant de nos dépits, à chaque mot de leur rapport. À chaque mot de leur apôtre. À chaque mot de leur apôtre. À chaque mot, à chaque mot, à chaque mot, à chaque mot. À chaque mot, à chaque mot, à chaque mot, à chaque mot. À chaque mot de, à chaque mot de. À chaque mot de l'heure, à chaque mot de l'heure, à chaque mot de leurs apôtres. Plébidiote et divisé, politicard de non-acte. Clique, clique et reclique si tel est ton souhait et le mien. Et de te voir encore assis dans ton porte-monnaie. Pense pas, c'est fatigant, ça use les gens. Irrémédiable progrès pour des philo-gadgets qui fait bander les puissants au sommet des jet-sets. Produis-moi comme on industrialise. Je ne suis qu'un désir de ceux qui se consumérisent. Viens nourrir tes vices sur la mort des printemps. Ça mange pas de pain, un peu d'ombre dorée, d'obscurantisme, cliquetis, de fleurs du vent. Et vers toi pour toujours, dans l'infini du temps. Dans l'infini du temps, le paradis et l'enfer. Les visions dogmatiques, ça n'existe pas vraiment, alors tu peux bien mourir bêtement comme tout le monde. Personne ne te jugera pour tes choix éthiques. Ni
liste à 2 francs, ni liste gratuit, les deux ne font ni froid ni chaud. L'important c'est la thune et puis les paradis d'artifice non baudelairien, mon pauvre salaud. Tu vois, même ta misère est la mienne et le zèle est perdu à qui lit des poèmes. Le boom boom de l'époque, c'est le rythme des gens qui vivent en stock, assuré de papier qu'on n'ose même pas brûler. C'est triste mon Léo, mon pauvre Léo. Je chante ton nom désespéré, mais ça pourrait être Brassens ou Brel. Enfant du vide, c'est bien dommage comment nos cris finissent au fond d'une bière. J'ai le cœur en carton d'image.